Bonjour. Après avoir vu la forme que prenaient les fonctions affines, cette fameuse expression ax plus b qui est la forme canonique, c'est-à-dire la forme caractéristique des fonctions affines, nous allons voir l'effet des coefficients a et b sur le positionnement de ces droites qui représentent les fonctions affines. Si vous ne savez pas ce qu'est une fonction affine ou si vous ne savez pas qu'une fonction affine est représentée par une droite, je vous conseille d'aller voir avant la vidéo dont le lien apparaît en haut à droite de l'écran. Mais commençons par situer les fonctions affines et les fonctions linéaires dans l'ensemble de toutes les fonctions possibles. Et d'abord, quelques considérations sur la représentation graphique des fonctions en général. Voici deux graphiques en rouge dessinés dans des repères. Observons celui de gauche. Si on le regarde dans le sens croissant des x, on voit qu'il revient en arrière en quelque sorte. Ce graphe peut-il être la représentation graphique d'une fonction, quelle qu'elle soit? Eh bien, la réponse est non. Non, pourquoi? Eh bien parce que justement, le graphe revient en arrière. Considérons ce point de l'axe des abscisses, l'axe des antécédents donc, et supposons que ça soit le point d'abscisse 2. Eh bien ce point aurait trois images, ce qui est impossible d'après la définition d'une fonction, car à chaque nombre de départ, une fonction doit associer une image unique, et là, le nombre 2 aurait trois images. L'image de 2, notée f de 2, serait indéterminée, indéterminable. Ce que nous avons sous les yeux, à gauche, n'est donc pas le graphe d'une fonction. À droite, en revanche, notre courbe ne revient pas en arrière, donc a priori, cette courbe peut bien être la représentation graphique d'une certaine fonction. Faisons apparaître l'ensemble de toutes les fonctions possibles. La fonction dessinée précédemment en fait donc partie. Je veux d'abord rappeler une notation importante du chapitre des fonctions. Si x est un antécédent, alors on dit que x a pour image, c'est comme ça qu'on prononce cette flèche, a pour image quelque chose. Et pour montrer que ce quelque chose dépend du choix du nombre de départ, c'est-à-dire de x, on écrit f de x. La lettre f est arbitraire et on la choisit souvent car c'est aussi la première lettre du mot fonction. Donc on la choisit souvent quand on parle de fonction dans un chapitre. Imaginons ce que pourrait représenter cette fonction. Bien entendu, toute fonction n'est pas censée représenter nécessairement quelque chose. Mais pour plus de clarté dans cet exposé, supposons que cela soit le cas, que notre graphe représente vraiment quelque chose de concret. Cela pourrait être la chose suivante. Sur l'axe des abscisses, l'axe des antécédents, x pourrait être l'heure de la journée, d'une certaine journée, disons l'heure de la journée d'aujourd'hui. Et f de x pourrait être la température qu'il fait à un certain endroit, mettons dans la rue en bas de chez moi, à l'heure dite. Ce qu'on a sous les yeux, ça s'appelle une courbe de température, et on dit couramment que cette courbe donne la température en fonction de l'heure de la journée. Cette expression, en fonction de, montre bien qu'il s'agit d'une fonction, dans le sens courant du terme, mais aussi dans le sens mathématique du terme. Mais cette fonction a cela de particulier qu'elle n'est pas calculable. Il y a certes des procédés, des manières de faire des prédictions plus ou moins fiables pour prévoir quelle sera la température à telle ou telle heure de la journée, mais ces calculs ne sont pas exacts, ils ne sont pas fiables à 100%. La fonction dont nous venons de parler n'est donc pas une fonction calculable. Mais à l'intérieur de notre ensemble de toutes les fonctions, il y a un petit paquet, un sous-ensemble de fonctions qui, elles, le sont calculables. Ces fonctions sont le résultat d'un calcul connu, exprimé, que l'on peut reproduire, que l'on peut faire à la main ou avec une calculatrice. Ce sont les fonctions calculables donc. Et sur la calculatrice, justement, nous avons un certain nombre de touches qui correspondent à des fonctions déterminées. Nous avons par exemple la touche x au carré qui correspond à la fonction carré. Nous avons aussi racine carrée de x qui correspond à la touche racine carrée de la calculatrice. Cosinus, sinus et tangente sont aussi trois autres touches de fonctions.
mais il y a un ensemble d'opérateurs qui correspondent aux 4 opérations élémentaires, multiplication, division, addition, soustraction, et qui permettent de conduire des calculs basiques. Si l'on utilise seulement ces touches, disons pour simplifier, si l'on n'utilise que la multiplication et l'addition, on obtient ce qu'on appelle les fonctions affines. Les fonctions affines sont donc les fonctions qui représentent un calcul fait à partir de x, uniquement avec une multiplication par un nombre quelconque, suivi d'une addition d'un nombre relatif quelconque. Par exemple, pour la multiplication, cela pourrait être 2x. On multiplie à chaque fois le nombre x par 2, 2 fois x. Puis, on ajoute 3 au résultat, ce qui donne la fonction suivante, x a pour image 2x plus 3. C'est une fonction affine particulière, puisqu'on a choisi 2 et 3 pour nos coefficients multiplicatifs et additifs. Mais l'expression générale des fonctions affines est la suivante. X a pour image ax plus b. C'est ce qu'on appelle la forme canonique ou la forme caractéristique d'une fonction affine. Toute fonction affine peut être ramenée à ce type d'écriture. On a multiplié x par un certain nombre qu'on a appelé a, et on a ajouté un autre nombre qu'on a appelé b. B peut être un nombre négatif. Autrement dit, notre addition peut aussi bien être une soustraction. Et a peut faire partie du monde des fractions, donc notre multiplication peut éventuellement être une division. En vertu de la règle bien connue, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, l'inverse de a étant 1 sur a. Mais l'expression générale d'une fonction affine demeure ax plus b, où a peut donc être une fraction, et même une fraction négative, et b peut être un nombre relatif, et même un nombre décimal ou fractionnaire. Alors, quelle est la représentation graphique de telle fonction? Quelle est la représentation graphique des fonctions affines? Eh bien, ce sont toujours des droites. Et si vous voulez revoir cela, une de mes vidéos rappelle ce que sont les fonctions affines de ce point de vue. Cette vidéo, que vous pouvez aller voir, rappelle aussi que parmi les fonctions affines, il y a un petit groupe qui s'appelle les fonctions linéaires et qui ont cette particularité qu'elles sont associées à une unique opération, à savoir une multiplication. Par exemple, la fonction qui à x fait correspondre l'image 2x, le double de x, où on multiplie x par 2, eh bien ça c'est une fonction linéaire. L'expression générale d'une fonction linéaire est donc la suivante. X a pour image ax, où a est un nombre quelconque, positif ou négatif, entier ou fractionnaire. Et vous devez vous souvenir que le graphique d'une telle fonction est évidemment une droite, puisqu'elle fait partie des fonctions affines, mais que les droites qui représentent les fonctions linéaires passent obligatoirement par l'origine du repère. Et on voit bien pourquoi les fonctions linéaires font partie des fonctions affines. Non seulement ce sont des droites, mais si l'on regarde l'expression canonique d'une fonction affine, il doit y avoir ce plus b derrière la multiplication. Et bien pour une fonction linéaire, le plus b est tout simplement plus 0. Et le 0 est justement ce qui fait que la droite passe par l'origine. Car du coup, par n'importe quelle fonction linéaire, l'image de 0 est 0, ce qui fait que le point de coordonnées 0, 0, donc l'origine du repère, qui clignote en vert ici, eh bien cette origine appartient à la représentation graphique de cette fonction. Dans le cas d'une fonction affine, le nombre b qu'on ajoute à la fin de l'expression de la fonction porte un nom. C'est en effet la valeur de la fonction quand x vaut 0. C'est donc la hauteur du point qui clignote en vert sur l'axe des ordonnées. On dit que b est l'ordonnée à l'origine, puisque ce point est sur l'axe des ordonnées et juste au-dessus de l'origine. Pour notre fonction affine représentée, la première que nous avons donnée comme exemple, c'est plus 3. Que se passe-t-il pour la droite si nous abaissons la valeur de ce b, de ce plus 3?
eh bien la droite s'abaisse, vous voyez, tout en restant parallèle, c'est-à-dire en gardant la même direction, elle descend. Continuons à abaisser la valeur de b. 3, 2, 1, 0. Là, on se retrouve dans le cas d'une fonction linéaire qui passe par l'origine. Nous ne sommes pas obligés d'écrire le plus 0. Mais réécrivons-le pour continuer d'abaisser la valeur de b. Alors la droite passe sous l'origine du repère. Et on est dans le cas où l'on soustrait au lieu d'ajouter un nombre. Voilà pour les variations de b. Ce nombre qui est appelé dans le cours l'ordonnée à l'origine. Maintenant, on doit se demander quel sera l'effet de la variation du coefficient a, du nombre a, ce nombre qui a servi pour la multiplication de x. Ce nombre a, en rouge, lui aussi il porte un nom. On l'appelle le coefficient directeur de la droite ou de la fonction affine. Et on va tout de suite voir pourquoi. Augmentons la valeur de a. On voit que la droite change de direction. Elle passe toujours par le même point vert, mais elle se redresse. Elle se rapproche de la verticale. Et si l'on continue d'augmenter a, d'augmenter le coefficient directeur, la direction de notre droite se rapproche de plus en plus de la verticale, sans jamais atteindre cette verticale, car il faudrait que a soit infini. Abaissons maintenant la valeur de a. 5, 4, 3, 2, puis 1. Cette fois, la droite s'éloigne de la position verticale, et donc elle se rapproche peu à peu de la position horizontale. Arrêtons-nous un instant à cette valeur 1 du coefficient directeur. Dans cette position, la droite fait un angle de 45 degrés avec l'horizontale, à condition bien sûr d'avoir choisi la même unité sur les deux axes. Elle est donc parfaitement en biais, parfaitement en diagonale si je puis dire. D'ailleurs, la valeur a égale 1 a aussi ceci de particulier qu'on n'est pas obligé de l'écrire, puisque 1x, c'est-à-dire 1 fois x, peut s'écrire tout simplement x. Dans ce cas, on a l'impression que le a disparaît, mais il est toujours là, simplement il est sous-entendu. Il vaut toujours 1. Et la fonction affine est la suivante, x a pour image x plus 3. Il y a bien une multiplication, mais une multiplication par 1, donc on ne la voit pas. Continuons d'abaisser la valeur de a. On est parti de 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez même maintenant penser à 0. Mais on a dit que le nombre a pouvait aussi bien être une fraction ou un nombre décimal. Donc avant d'arriver à 0, qui sera bien entendu une valeur limite, on doit passer par tous les intermédiaires entre 1 et 0. Par exemple, 1 demi ou 0,5 en écriture décimale. La droite se rapproche encore un peu plus de la position horizontale. Continuons de faire diminuer le nombre a. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. La droite est de plus en plus horizontale. Et pour 0,1, elle est même presque horizontale, mais pas encore tout à fait. Elle monte toujours légèrement vers la droite. Lorsqu'on arrive à la valeur limite 0, la droite est à présent parfaitement horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. En ce qui concerne l'écriture de la fonction, comme 0x vaut 0 et que 0 plus 3 vaut 3, donc on peut écrire que cette fonction a l'expression suivante, x a pour image 3. On est dans une situation bien particulière, car cela veut dire que quelle que soit la valeur de départ que nous choisissons pour x, son image sera toujours 3, constamment 3. Il n'y a pas de calcul à faire. L'image de 0 est 3, l'image de 1 est 3, l'image de 10 est 3, l'image de 100 est 3. L'image de n'importe quel nombre sera toujours 3. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Et les fonctions constantes forment un sous-groupe des fonctions affines. La représentation graphique d'une fonction constante est une droite horizontale. C'est un cas particulier de fonction affine. Ici, j'ai représenté la fonction x a pour image 3. L'expression générale d'une fonction constante est x a pour image b. Et b, c'est notre ordonnée à l'origine, mais qui dans ce cas est l'ordonnée de tous les points de la droite. Je rappelle que dans les variations de notre nombre a, nous en étions à la valeur limite 0. Mais les limites sont là pour être dépassées,
alors continuons de diminuer cette valeur en passant du côté négatif. Après 0, en dessous de 0, on doit penser par exemple à moins 1,5 ou moins 0,5. Et on s'aperçoit que maintenant la droite descend quand on la parcourt de gauche à droite. En augmentant la valeur de a, mais du côté négatif, moins 1, moins 2, moins 3, la droite descend de plus en plus et se rapproche de nouveau de la position verticale, mais cette fois par le bas. Et quelle que soit la valeur négative de a, on n'atteindra jamais cette verticale, même avec une valeur de moins 1 million. Il restera toujours un chouïa pour atteindre la verticale absolue. Revenons en arrière. Moins 2, moins 1. Là, la droite fait un angle de 45 degrés vers le bas avec l'horizontale. Moins 1,5, 0, 1,5, 1, 2. Voilà, nous sommes revenus à la position de départ, à la position de la fonction x a pour image 2x plus 3. Pour résumer, dans l'ensemble de toutes les fonctions affines font partie des fonctions calculables du type a fois x plus b, ax plus b, et dont le graphe sera toujours une droite. Il y a deux cas particuliers de fonctions affines, les fonctions constantes d'une part, lorsque a égale 0, qui sont représentées par des droites horizontales, les fonctions linéaires, ça c'est lorsque b égale 0, et elles sont représentées par des droites passant par l'origine. Dans votre classeur, vous pouvez retrouver ce schéma à la fin du cours sur les fonctions ou à la fin du cours sur les fonctions affines. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également visiter mon site dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Et bien, je vous dis au revoir.